Bonjour à tous, je suis Arnaud Romanet-Pérou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast Des briques et des brocs pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça, tout simplement vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Julien, CEO et fondateur de la société FleetDesk, qui construit une application pour aider les entreprises à organiser leurs bureaux. Julien est donc quotidiennement au contact avec les sociétés sur la problématique de l'organisation du travail, entre flex office et travail à distance. On évoque donc l'évolution que nous sommes en train de vivre. Bien loin de la disparition du bureau, il semblerait que son usage pourrait évoluer profondément dans les années à venir. Salut Julien, merci de venir sur ce podcast. Avec toi, on va parler de l'usage du bureau. Toi, tu es CEO de FleetDesk, qui est une société dont tu vas nous parler. Et tu connais très bien l'usage du bureau, comme il évolue et comme on le voit changer depuis quelques mois avec l'arrivée du télétravail. Et c'est un peu le sujet de ce podcast, savoir qu'est-ce que devient ce bon vieux bureau, comment on l'utilise et qu'est-ce qui va devenir. Bon, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Julien Dufoulon, le CEO et le cofondateur de FleetDesk, qui est une solution de gestion d'espace de travail flexible qui aide les entreprises justement à organiser les espaces de travail, à organiser la flexibilité au sein de leurs espaces de travail. Et à éviter que ça devienne la foire d'empoigne pour se trouver un poste de travail. On a beaucoup effectivement d'actualité en ce moment alors qu'on est encore au milieu de la pandémie avec effectivement beaucoup d'usages qui sont en train d'évoluer et donc je pense que c'est effectivement de ça dont on va parler. On est bien sûr aux premières loges puisqu'on voit, à la fois les entreprises réfléchir et prendre des décisions sur l'organisation et les utilisateurs. On peut s'apercevoir de leur comportement et comment ils s'adoptent ces nouvelles organisations. Alors concrètement, donc, la solution que développe FleetDesk, c'est une interface qui permet de réserver ton. Alors, on va d'abord parler du flex office un petit peu. Donc, il y a de plus en plus de sociétés qui reviennent au flex office. Pour rappel, le flex office, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'espace attribué dans l'espace de travail. Donc, tu arrives le matin, tu ne sais pas où tu vas travailler, tu prends tes affaires dans ton casier et tu vas te rendre sur ton poste. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mix qui se dessine entre le télétravail, le travail en présentiel qui se ferait sous forme de flex office généralisé. Et donc, il faut trouver un moyen de créer du lien pour savoir qui est où et comment tu t'organises et comment tu peux réserver tes postes de travail pour organiser tes réunions. Donc, c'est un peu ça. En fait, nous, on est très concrètement, on est un logiciel, une solution de gestion d'espace de travail. Donc effectivement, on parlera dans le détail de ce que ça fait en termes de fonctionnalité. On va essayer de coller ça à la thématique et donc du coup déjà démêler un petit peu de qu'est-ce que c'est le flex office et qu'est-ce que c'est le flex office maintenant en fait, parce qu'il y a une petite évolution. Donc effectivement, historiquement, le flex office qui peut avoir plusieurs noms, mais le terme flex office est celui qui est le plus utilisé. Il y a un terme en France. franco-français ou... Ouais, c'est pas très utilisé à l'étranger. On parle de politique hot desk, de desk hoteling aussi, mais le flex office, la contraction de flexible et office, c'est chez nous. C'est un truc qui est assez français, mais c'est pas grave parce que il permet aux gens de comprendre de quoi il s'agit. Et du coup, d'ailleurs, donc, historiquement, le flex office, c'est une manière d'organiser les postes de travail et les ressources au sein des bureaux sans que les bureaux soient attitrés. Donc effectivement, les ressources sont partagées entre les collaborateurs. Et effectivement, au départ, si on regarde sur tendance longue, la première étape pour les entreprises, ça a été d'abandonner le bureau fermé avec le couloir borgne, et en créant des espaces open space, donc en cassant les cloisons, en mettant les employés sur des benches un peu plus ouverts. On a abandonné le bureau individuel qui était très consommateur de place pour l'open space finalement. On a abandonné la salle de réunion individuelle aussi qui était quand même la majorité dans les années 80 et 90. Donc on a eu cette première étape d'ouverture des plateaux
avec ce que nous on appelle en France l'open space, que les anglo-saxons appellent l'open floor plan. Donc on ouvre les cloisons et donc au cours des années 2000, un certain nombre d'organisations, et d'ailleurs c'est important de le comprendre pour le contextualiser, beaucoup d'entreprises de conseil qui ont des équipes qui ont un usage très intermittent. Ils sont souvent chez le client. Ouais. Voilà, souvent chez le client, qui reviennent, etc. Se sont dit, mais en fait, il y a une sorte de gaspillage. Donc, on a un taux d'occupation. Et moi, à l'époque, dans une autre vie, j'avais pu voir les taux d'occupation, par exemple, chez une entreprise comme Deloitte. Et on constatait que sur une semaine type, il y avait des jours où, littéralement, le taux d'occupation descendait à 20%, avec quelques fonctions support qui restaient, mais les bureaux étaient totalement vides. Et d'autres jours, à l'inverse, où ils étaient pleins à craquer, pas forcément trop pleins, puisqu'à l'époque le dimensionnement, le capacitaire était conçu pour accueillir tout le monde, mais du coup il y avait cette espèce d'écart, et donc du coup moyenné sur une semaine type, ça faisait des taux d'occupation, donc généralement le chiffre qui est souvent utilisé, c'est des taux d'occupation autour de 60%, dans le meilleur des cas. Ça peut descendre jusqu'à 50%. Pour toutes boîtes confondues, ou pour ces boîtes de conseil? Alors le chiffre de 60% de taux d'occupation global, c'est plutôt pour toute boîte confondue. Il y a beaucoup d'études différentes sur la question. On tombe souvent sur ce chiffre-là. En fait, c'est pour des raisons assez simples. C'est que de toute façon, si on a un poste par employé, si on prend les congés, les absences, etc., voilà, les congés maladie, les absences, les vacances, etc., au total, on s'aperçoit qu'en fait, un poste par personne, les postes ne sont pas occupés à 100%, avec une plus grande mobilité des collaborateurs, ce qui est apparu dans les années 2000 avec grâce aux technologies, avec le fait d'avoir équipé tout le monde de téléphones mobiles et d'ordi portables. Ces taux d'occupation ont eu encore tendance à baisser, parce que la population de travailleurs est devenue de plus en plus mobile. Les années 2000 aussi, si on recontextualise très largement, c'est aussi l'explosion des voyages professionnels. Il n'y a jamais eu autant de trajets en avion pour des raisons professionnelles, ou en train évidemment, et donc qui augmentent, qui réduisent de facto les taux d'occupation sur place. Donc une population plus mobile, de toute façon une base qui fait que les employés ne sont pas présents au travail tout le temps pour diverses raisons. Ça fait que au total on arrive en moyenne à un taux d'occupation qui est plutôt autour de 60%. Donc de base, la plupart des entreprises ont une sorte de matelas de disponibilité des espaces qui leur permet d'aller au-delà d'un poste par personne, d'avoir moins d'un poste par personne. Et ça du coup, quand on rationalise, quand les boîtes se disent finalement j'ai beaucoup de gens qui sont pas là, donc j'ai beaucoup d'espaces vides, il y a un moment où l'équation économique intervient. Et c'est là où on se dit quel est l'usage que je pourrais proposer qui serait un peu différent, qui me coûterait moins cher. Parce que ce qu'il faut savoir, alors moi j'avais un chiffre de 50% sur l'occupation, donc 60%. Voilà, au mieux 60%. Mais bon, c'est mon esprit qui simplifie. Le 50% est peut-être un peu plus simple à retenir. L'autre grand chiffre, c'est le fait que l'immobilier, c'est le deuxième poste des entreprises en termes de dépenses. Et donc, l'idée de rationaliser l'usage du bureau, elle n'est pas complètement dénuée de sens ou d'intérêt, puisque ça peut représenter une économie, ou en tout cas une rationalisation de la dépense qui est très importante, quoi. Okay. Ouais, c'est effectivement une des raisons qui ont incité dès les années 2000 les entreprises à se poser la question du fait de ne plus attribuer, parce que du coup j'y viens sur le flex office, c'est que donc face à ce constat que les bureaux sont sous-occupés, on peut décider de partager les postes de travail, donc ne plus les réserver à une personne en particulier à l'intérieur d'un plan open space, puisqu'on avait déjà refait l'histoire et on avait déjà cassé toutes les cloisons à ce moment-là. Mais dans l'open space, on a un poste attitré. Jusque-là, on avait ça. Voilà. Et dans les années 2000, on a vu de plus en plus d'entreprises. La tendance est à aller beaucoup plus vite dans les pays qui sont très connus pour avoir commencé à faire cette transformation. C'est les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, et à moins forte raison les États-Unis. Mais on a déjà vu c'est une première tendance à la flexibilisation, au flex office dans ces pays-là dès les années 2000, pour plusieurs raisons.
Une raison évidente, c'est la rationalisation économique. Réduire les mètres carrés, puisqu'effectivement, l'immobilier est le deuxième poste dans le PNL des boîtes, généralement. Donc, du coup, Après les salaires. Après les salaires, évidemment. Donc, il y a une vraie opportunité à réduire le coût immobilier par collaborateur. Donc ça, c'est effectivement une première logique. En France, on a eu les premiers projets de FlexOffice, les plus emblématiques, sont souvent venus plutôt de très grandes entreprises, plutôt de boîtes du CAC 40, des banques. Ça, c'est relativement récent quand même de l'histoire du bureau. C'est fin des années 2000. Ça fait quand même une grosse dizaine d'années. Ouais, je pense qu'en France, les projets le plus emblématique, je crois que c'était l'un des premiers, c'était Accenture, boîte de conseil. Je crois que c'était en 2006 sur les Champs-Élysées. Donc c'est un des cas très connus de mise en place de FlexOffice. Et puis après ça a effectivement fait des émules et pendant la première partie des années 2010, on a vu d'autres boîtes emboîter le pas et beaucoup de boîtes du CAC 40 adopter une forme ou une autre de FlexOffice. Alors on pourra y revenir parce que la manière dont l'on fait beaucoup de ces boîtes, c'est moins dense que ce qu'on imaginerait en termes de rapport nombre de postes par employé, parce que et ça c'est un point qui est très important parce que on a observé dans ces organisations, et c'était une des angoisses des gestionnaires RH et des directeurs immobiliers, une forme de résistance à l'adoption du FlexOffice. Alors ça, c'est résistance au changement ou c'est... moi, j'ai toujours cette image un peu d'Épinal de la grosse boîte qui passe au FlexOffice et du grand patron qui n'est pas très, très content de se retrouver au milieu de tout le monde. Alors, tous les patrons ne sont pas allés se mettre pas forcément, dans l'open space. Ils ont réservé, certains ont plutôt réservé ça aux managers intermédiaires. Mais effectivement, le fait d'abandonner son poste attitré après avoir abandonné son bureau individuel, ça convoque une dimension statutaire. Et donc, dans certaines entreprises, aller dire à des managers pour lesquels, d'une certaine manière, avoir son bureau individuel, même son bureau fermé, ça fait partie de la position. Voilà. À partir d'un moment, ça fait partie du statut qu'on acquiert au sein d'une entreprise. Donc, effectivement, et ça, c'est un point que c'est intéressant que tu le soulèves parce que il y a un présupposé souvent, c'est que le FlexOffice il y a beaucoup de résistance de la part des employés, plus opérationnels. En réalité, de la même manière que le télétravail, ce qu'on constate souvent, c'est que la résistance, elle est plutôt au niveau des managers intermédiaires. C'est plutôt côté management qu'il y a des inquiétudes là-dessus. Il y a moins de problématiques pour des directeurs immobiliers ou même des directions générales qui vont intellectualiser la question et se dire effectivement il y a un sujet de rationalisation. Par ailleurs, et ça c'est important aussi dans les boîtes, il n'y a pas que la dimension économique qui motive au passage en FlexOffice. Il y a aussi très souvent et je pense très honnêtement, c'était pas un faux argument convoqué pour faire adopter le FlexOffice. Il y a cette dimension de l'ouverture qui va créer de l'interaction, qui va inciter des entreprises avec un fonctionnement traditionnel à mettre un peu d'huile dans les rouages, à créer des interactions entre les collaborateurs, à inciter à la collaboration et donc à adopter les nouvelles méthodes de management et de gestion de projet qui ont explosé grâce aux nouvelles technologies notamment, à savoir les approches un peu plus agiles, etc. Donc, la fameuse méthode agile. Ouais. Toutes sortes d'organisations équivalentes, mais chez les entreprises, il y avait cette idée chez beaucoup d'entreprises, il y a cette idée que l'immobilier peut avoir un rôle dans le fait de mettre les gens en situation d'adopter ces modes de travail moins silotés, beaucoup plus collaboratifs. Donc le fait d'avoir un espace ouvert permet de recomposer en permanence la disposition des équipes et de dire on a un projet, on peut travailler cette semaine plus ensemble et on va se mettre sur cette table et on va essayer de travailler là-dessus. Donc ça facilite, c'est censé ouvrir, faciliter les échanges et effectivement c'est une nouvelle façon de travailler donc qui a peut-être eu besoin d'un petit peu de temps pour se mettre en place, pour que les gens s'habituent. En fait, ça fonctionne. Là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, la question de la résistance au changement. Moi, je dirais plutôt la question de la gestion du changement, comment on l'accueille et logiquement, les collaborateurs, quand on est dans une logique open space post attitré et qu'on dit ok, il n'y a plus de poste attribué, ça pose des questions.
j'ai besoin d'un poste pour faire mon travail, je suis habitué, en plus si je suis dans une organisation qui a plutôt, et ça on va revenir du coup au sujet du télétravail, une logique de présence au bureau très forte, très sédentaire, c'est un changement. Donc il y a des questions logiques qui se posent, à savoir comment est-ce que j'ai la garantie que mon poste de travail va être adapté, va être disponible, que je vais pouvoir retrouver mes collègues, parce que la sédentarité a cet avantage-là aussi, qu'elle permet... Il y a des repères, exactement. On va taper sur l'épaule, etc. On n'a pas à se poser 15 000 questions pour savoir si on va pouvoir retrouver Jean ou Jacques au bureau la semaine prochaine. Donc c'est pas un gros mot de dire que c'est un changement, qu'effectivement les collaborateurs ont besoin de se l'approprier, de comprendre la logique, et parfois effectivement il peut y avoir une tension entre la dimension un peu incantatoire de on passe en mode agile, donc qui sous-entend qu'on ne l'est pas, et vous avez des ressources qui vous sont propres, maintenant elles vont être partagées, les gens sont forcément un peu déboussolés, et ils sont rationnels. Donc ça, c'est un changement. Qu'est-ce que j'y gagne? Et ça, pour moi, c'est vraiment un point que j'aime beaucoup souligner, et qui explique la nouvelle tendance, l'explosion actuelle du flex office. C'est qu'on est dans une situation qui est inédite, et ça c'est vraiment pour moi un point de bascule, c'est que il y a une sorte de consensus, de compromis historique entre les utilisateurs, les collaborateurs et les entreprises sur la question de la flexibilisation des espaces de travail, parce que les employés ont une contrepartie qui les intéresse. Oui, ça pour continuer à tirer le fil, c'est donc les grosses entreprises se mettent au flex office au début des années fin des années 2000, en France en tout cas. Ça se développe gentiment, et plutôt quand même sur des grosses boîtes du CAC 40 au cours des années 2010. Le point de bascule, ou en tout cas l'accélérateur, le catalyseur, ça va être le confinement de mars 2020, je pense, avec beaucoup de télétravail. Enfin, l'organisation forcée autour du télétravail, la première impression qu'on n'aura plus jamais besoin de bureau, la deuxième impression que finalement le bureau c'est pas si mal, mais le télétravail c'est bien aussi. Mais si on peut faire un peu des deux, peut-être qu'on trouve un équilibre. C'est un peu l'équilibre auquel tu fais, je pense, référence, en se disant le flex office permet d'optimiser la surface de bureau utilisée. On a une contrepartie qui est cette flexibilité de s'organiser, et puis aussi de pouvoir travailler un peu de chez soi. Donc moins de transport, plus de gestion de temps personnel. Donc en fait, le tout télétravail est traumatisant, le tout bureau est pas si traumatisant que ça, mais pas si flexible. Et donc là, il y a une acceptation de ce mix entre télétravail et flex office qui est beaucoup plus forte, et ce qui fait que maintenant il n'y a pas seulement les boîtes du CAC 40 qui regardent ce flex office. C'est ça. La particularité, particulièrement en France, c'est que effectivement, avant le confinement, les entreprises, les PME, les grosses ETI globalement n'adoptaient pas le flex office. Il y a un sondage de Deskeo assez récent sur la question qui met à 16% le nombre d'entreprises qui étaient en flex office avant le confinement. Moi, j'avais plutôt en tête un chiffre de 7% qui doit dater de 2-3 ans de JLL. Je pense qu'on est peut-être probablement entre les deux, mais à mon avis, il y avait moins de 10% des entreprises qui étaient en flex office, et très très peu sur le segment entre 50 et 1000 employés. Donc du coup, effectivement, c'est la grosse nouveauté du post-confinement, c'est que énormément d'entreprises dans un segment où c'était pas popularisé se mettent à ce type d'organisation du travail, et c'est clairement lié à ce que je disais tout à l'heure, donc l'adoption du télétravail. Et pour revenir sur ce que je disais sur la question des résistances, les employés sur le télétravail ont découvert effectivement un certain confort. Très rapidement, le point de vue général s'est stabilisé sur le télétravail, c'est très bien quelques jours par semaine, parce que ça évite des temps de transport et ça permet d'avoir du temps pour soi, et ça permet aussi, et ça c'est très important dans le discours des gens, d'être moins interrompu. On travaille différemment quand on est chez soi. Exactement. Donc ça permet de varier, et ça c'est pour le coup c'est hyper intéressant. Mais j'ai eu un échange fascinant fin décembre avec l'inventeur du télétravail, un monsieur qui s'appelle Jack Niles, qui est un ancien physicien de la NASA, qui a commencé à mettre en place du télétravail pour des entreprises dans un contexte technologique très différent dans les années 60.
et qui lui conseille des organisations depuis les premières expérimentations en Californie de télétravail dans les années 60. Donc ça date des années 60 le télétravail. Là, on n'avait pas forcément d'ordinateur personnel, de téléphone Donc mobile. on organisait en fait toute la partie informatique dans les entreprises était centralisée justement dans des bureaux puisqu'il fallait énormément de place et des facilities pour gérer les serveurs. Oui, parce qu'ils prenaient de la place les ordinateurs à l'époque. Ouais. Exactement, les serveurs, etc. Donc du coup, tous les postes de travail, les postes de télécommunication à l'époque étaient centralisés dans un bureau. Et donc aux États-Unis, ce qui se produisait, c'est la grande migration pendulaire avec le véhicule individuel. Donc au départ, le problème du télétravail, c'est un problème de trafic routier. Et donc, un programme du département de la Défense demande à des chercheurs, des physiciens, de régler la question du trafic. Et donc, ce Jack Niles, c'était un tout petit peu en plus avant le début de la première crise pétrolière avec la flambée des prix du pétrole, qui a un impact sur le chauffage des bâtiments et le prix du gaz de l'essence pour les utilisateurs. Donc on leur demande de régler la question du trafic et donc eux disent ok, on va du coup organiser des petits bureaux satellites dans lesquels on va installer cette infrastructure de télécommunication. Et on va permettre aux gens de travailler, non pas de chez eux à l'époque parce que c'était pas possible, mais à proximité de chez eux pour éviter d'engorger les grands axes. Et donc la première initiative de télétravail a été organisée. Donc il y avait toute une dimension logistique, d'équipement, des postes, etc. Et moi j'aime beaucoup un certain nombre d'anecdotes que m'a partagé Jack pendant notre discussion à l'époque. Et ça c'est très symptomatique du grand changement qui a eu lieu là maintenant. Pour lui, et en guise d'intro, ce que je vais dire là tout de suite, la problématique, ça a toujours été la question des managers qui bloquaient, qui n'avaient pas confiance, qui étaient convaincus que le télétravail, c'était soit une perte de productivité, soit une perte de contrôle pour eux. En tout cas, que c'était néfaste pour la productivité d'une organisation. Et en titre d'anecdote, il m'expliquait que quand il mettait en place les programmes de télétravail dans les grandes organisations, les dirigeants, les managers leur disaient mais si vous éclatez mes collaborateurs dans plein d'endroits hors de ma supervision, mais ils vont pouvoir s'organiser, se syndiquer. Et inversement, les responsables syndicaux disaient non mais si vous m'éclatez la population de travailleurs, comment est-ce que je vais faire pour qu'ils s'organisent? Donc à tous les échelons, il y avait de très très bonnes raisons de ne pas démarrer le télétravail. Et en fait, ce qui est fascinant quand on regarde les chiffres de progression du télétravail, certes il a augmenté à partir des années 2000 et grâce aux nouvelles technologies, au fait qu'on puisse avoir Internet de plus en plus facilement avec des outils portables, des ordi ou des téléphones, on voit déjà une progression du télétravail, mais ça reste très 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 poussif, très 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 progressif, et il n'y a pas une accélération. Il n'y a pas de rupture, Non, il n'y a pas de point de rupture. Et donc en fait, ce Jack Niles qui a vu le télétravail depuis les années 60, finalement, il a vu une sorte de petite croissance constante du phénomène, mais il n'a jamais vu l'emballement qu'il aurait attendu avant le Covid. Alors c'est marrant cette histoire de télétravail parce qu'on n'est pas là on parle pas dans les années 60 de télétravail à la maison, on parle de télétravail à proximité de son point de résidence. Télécommuting. C'est une sorte de coworking avant l'heure où exactement. En ce moment il y a beaucoup de discussions sur comment les entreprises vont avoir une logique, revoir leur implantation immobilière avec plein de petits centres. Plus à proximité de là où habitent les gens. L'idée, plutôt que d'avoir une grosse tour à la Défense, on a X dizaines de petits bureaux qui sont partout en Ile-de-France où les gens vont se rendre parce que c'est à 5 minutes de chez eux et que c'est beaucoup moins stressant. Petit siège emblématique très central. Et ça, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de directions immobilières qui se posent ce type de questions en ce moment. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, finalement, on revient à la logique, à la réflexion de ce groupe de travail en Californie dans les années 60 qui parce que contraint, se dit la solution, puisqu'on ne peut pas travailler de chez soi, c'est de travailler dans plein de petits satellites à proximité de là où habitent les employés.
Est-ce qu'on peut imaginer intellectuellement beaucoup plus facilement aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui nous permettent de communiquer avec de la visio. Je pense que la qualité va continuer de s'améliorer sur le partage de l'information. Il n'y a plus de barrière de ce point de vue-là. Ouais, alors je lisais, je sais plus où encore la dernière fois, la difficulté d'organiser des réunions avec une partie en présence et une partie à distance. C'est vrai qu'on a tous vécu la réunion à distance où bon, ça fait quand même quelques milliers d'années que socialement, quand on parle aux gens, ils sont en face de nous généralement. Donc il y a une lecture du langage corporel qui est très dur à appréhender quand on est plusieurs sur une réunion parce qu'on ne voit pas forcément les gens. Quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, on ne sait pas qui, quoi, il y a un blanc, c'est gênant. Donc il nous faudrait peut-être encore quelques milliers d'années de visioconférence pour qu'on soit vraiment à l'aise. Mais bon, on n'aura peut-être pas la chance de le lire. Mais il y a quand même, voilà, il y a sûrement un progrès à faire encore là-dessus sur l'organisation d'une sorte de travail mixte. Mais bon, voilà. Je trouve j'ai eu beaucoup de retours d'entreprises qui me disaient qu'il y a eu un petit temps d'adaptation. Il y a le temps de maîtriser Zoom et de la fonction de floutage du fond d'écran pour éviter de voir les gens qui font des machines à laver dans des machines dans le dos. Tu peux mettre des images sympas aussi. Exactement. Ça, je pense que la courbe d'apprentissage a été assez rapide. Il a fallu quelques semaines et quelques trending topics sur Twitter pour que les gens s'adaptent. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que les gens l'ont plutôt bien adopté. Et effectivement, les difficultés naissent quand on a une partie des gens qui sont en présentiel et d'autres qui sont à distance. Donc les directions informatiques ont très bien suggéré en installant des trucs de visioconférence dans les salles de réunion et autres, mais ça ne change pas que quand il y a ce type de configuration, ceux qui sont en présentiel ont un énorme avantage par rapport à ceux qui sont à distance, puisque ceux qui sont à distance ne voient pas, comme tu dis, le langage corporel et n'ont pas accès aux petites discussions un peu périphériques d'une réunion qui ont une fonction assez importante. Donc là, ce qui est assez intéressant là-dessus, et ça, je vais ramener ça aussi à ce que nous, on propose FleetDesk pour aider là-dessus, c'est que déjà, on a vu certaines organisations décider une chose qui est peut-être intéressante et dont il faut... Pour certains qui peut peut-être donner des idées, c'est à partir du moment où il y a une seule personne dans une réunion qui n'est pas en présentiel, elle demande aux employés de ne pas faire les réunions dans des salles de réunion. Les salles de réunion doivent être utilisées pour des gens qui sont tous en présentiel. D'accord, donc pas d'organisation mixte en tout cas. Exactement. On évite. Soit on fait tout en visio, soit on fait tout en présentiel, mais on évite le mix parce que donc tout le monde a la même enseigne, quoi. Exactement. Donc ça, c'est j'ai vu ça chez un de nos clients a mis ça en place. Je trouve l'idée intéressante, assez radicale, mais pourquoi pas. Je pense que ça peut se tester. Et quand on a expérimenté la difficulté d'une réunion hybride, on peut être enclin à se dire que c'est une bonne idée. Après, pour pouvoir bien organiser ça, savoir qui est au bureau quand, typiquement, une des choses sur lesquelles on a travaillé pendant le confinement avec FleetDesk, c'est avoir tout un système qui permet aux gens de mettre à jour leur statut de présence au bureau sur un mois, sur un an, en fonction d'une politique de télétravail qui est définie par une entreprise. Donc on permet aux entreprises de définir plein de variables, de laisser de l'autonomie, parce que ça c'est hyper important. Le grand changement, c'est la dimension d'autonomie, la flexibilité qui est accordée à l'employé pour choisir les jours où il va télétravailler. C'est très différent d'avoir une politique de télétravail où les gens ont toujours le même jour, le vendredi ou le mercredi ou peu importe, en télétravail, et donner de la liberté aux gens pour choisir les jours où ils vont télétravailler ou pas. Oui, parce que là, effectivement, ce dont on a besoin à partir d'un moment, c'est de savoir où sont les gens, quand est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'on organise une réunion en présentiel là où tout le monde est disponible, et le coup de se dire, a priori, on va permettre à tout le monde de prendre 2 jours de télétravail dans telle boîte de données dans la semaine. Tout le monde va prendre le lundi et le vendredi, ou alors il y a des gens qui vont préférer le mercredi et le mardi, et peut-être changer d'une semaine à l'autre. Et donc c'est d'organiser cette flexibilité pour qu'on puisse s'y retrouver et que
s'il y a du travail en groupe ou de la réunion à organiser, ça permet de retrouver ses petits. C'est pas trop contraignant de mettre à jour son statut tous les jours en se disant ce mois-ci il faut que je choisisse tel jour. On n'est pas obligé de le mettre à jour tous les jours. On peut en une fois, et ça prend littéralement 20 secondes, on peut organiser tout son mois. Ouais, c'est pas trop la tannée, quoi. Non, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Et en fait, on voit avec les premiers nouveaux usages de bureaux qui commencent à réouvrir, c'est vraiment la grande question, quoi. C'est qui travaille où et est-ce que je vais pouvoir croiser. Donc en fait, c'est comment, avec l'introduction, donc la généralisation du télétravail, ça crée de l'asynchronisme. Les gens avaient l'habitude, le présentiel, c'est la synchro, quoi. On est tous au bureau en même temps, c'est facile, on peut se taper sur l'épaule. D'ailleurs, du coup, c'est une source de distraction importante dans les open space parce qu'on est toujours tous là. On est sollicités. Exactement. Maintenant, la grande nouveauté, c'est l'asynchronisme. Donc, je ne sais pas exactement, y compris dans mes équipes en tant que manager, qui va être là quel jour. Le travail asynchrone, c'est chacun fait sa partie du travail dans son coin de façon séquencée. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous autour de la table en train de faire avancer le projet. C'est la première personne fait sa partie, donne le go à la deuxième personne qui doit travailler ensuite de le faire. Elle peut le faire directement le lendemain, 2 jours plus tard. On est vraiment asynchrone et cette demande. Et on fait le travail de manière séquentielle, mais par ailleurs, ça ne veut pas dire que se réunir n'a pas de fonction. Oui. C'est dans le travail asynchrone, dans le travail séquentiel, se réunir, faire des points d'étape, c'est hyper important pour garder une organisation. Après, il y a des boîtes qui arrivent, assez emblématiques. Je pense à Alan qui est très 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 anti-réunion. Ils sont en télétravail tout le temps, eux, ils ont un peu des bureaux, ils ont des bureaux, mais ils sont en ce qu'on appelle work from anywhere. C'est ça. Et ça, c'est vraiment si je dois résumer la vision de FleetDesk, c'est qu'on est la plateforme qui permet d'organiser cette logique de travailler d'où vous voulez, donc work from anywhere. Et leur idée, c'est que le travail est asynchrone, les réunions doivent être rares et sur des objets très 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 très, très précis, sinon elles n'ont pas d'intérêt. Je regarde les tweets là, de Jean-Charles Samuelan où il parle souvent du fonctionnement de sa boîte. Et alors je me souviens plus précisément de ce qu'il évoque sur les réunions, mais en gros, si tu dois pas être dans la réunion, tu dois pas y être. Il doit y avoir un objectif, il doit y avoir une conséquence et des mesures qui sont prises. Enfin, c'est assez. Ça sert à décider. En fait, moi, je trouve que je sais pas si lui le résumerait comme ça, mais une réunion, c'est comme un peu une réunion d'état-major, une sorte de. On a un ordre du jour clair. Et à la fin de la réunion, il y a des décisions qui sont prises. Il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, on s'appelle, on s'envoie un message, on discute, on échange, on fait avancer de manière séquentielle, du coup, sans mobiliser, sans bloquer le calendrier des gens. Pour arriver à une décision. Mais disons que je pense que chaque organisation a ses propres spécificités, cultures, habitudes. Nous, ce qu'on voit, c'est notre rôle, le rôle qu'on se donne en tant que le logiciel, c'est permettre aux gens de s'organiser. Donc, on a besoin de savoir qui est où pour savoir si on se voit ou si on fait les choses en visio, etc. On a besoin de savoir qui est au bureau, également pour croiser les gens, parce que c'est un des points qui quand même sort du Covid, c'est que la fonction sociale des bureaux est plébiscitée et veut être renforcée, sera renforcée par les organisations. Et d'ailleurs, moi, ce que je vois beaucoup en ce moment en termes de nouveaux aménagements, c'est que les postes vont être partagés. On va avoir moins de postes de travail que d'employés, voire beaucoup moins dans certains cas. Et on ne va pas forcément se débarrasser de tous les espaces. Mais on va répondre à un problème qui était récurrent avant, c'était le manque d'espace collectif. Les fameuses salles de réunion qui sont toujours trustées par tout le monde. Parce qu'il n'y en a pas assez, en fait, tout simplement. Et le manque d'espace, souvent de convivialité, qui était dans les endroits les moins bien designés, limité à un petit coin cafette avec une machine à café et un manche debout. Et dans les boîtes qui ont investi un tout petit peu plus dans leurs aménagements,
dans le sillage de ce qui se faisait en coworking, dans des espaces lounge un peu plus ouverts, avec des cafétérias, c'est un peu plus sympa, quoi. Parce qu'il y a une tendance, la légende urbaine qui est née à la suite du confinement, selon laquelle les bureaux allaient complètement disparaître. Ça, très rapidement, on est revenu sur cette idée très violente et très disruptrice, en se disant finalement c'est pas si mal que ça. On a commencé à évoquer le fait qu'avec le flex office on a peut-être besoin de moins d'espace pour les espaces de travail, mais ce que tu évoques, c'est qu'on a quand même besoin d'espaces complémentaires qui seraient un espace collaboratif, des espaces liés aux réunions. Donc l'idée de... je crois qu'on acte le fait que le bureau disparaît pas complètement. Non. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup moins de surface? C'est même pas si évident que ça. Alors peut-être moins. Ça va dépendre des organisations. En fait, il va y avoir des organisations qui se disent... qui ont une approche, qui peuvent avoir une approche radicale. Moi, j'en ai vu récemment des boîtes qui décident de garder un quart des surfaces qu'ils avaient avant, avec des ratios de télétravail du genre 4 jours sur 5 ou 3 jours sur 5, des trucs assez importants. Mais il y a beaucoup d'autres organisations qui se disent, pour lesquelles la question immobilière n'est vraiment pas une question de coût. C'est une donnée un peu de base du PNL. Faut pas qu'elle augmente, mais elle n'a pas forcément besoin de baisser. Et du coup, la question, c'est plus comment je réaménage l'espace pour qu'il soit plus agréable et attractif. Et ça, c'est pas là encore, c'est pas de l'incantation. Moi, je vois des clients de FleetDesk, des prospects de FleetDesk, ne pas se poser la question tous se poser la question en termes de réduction de surface, mais aussi en termes de réaménagement pour que les espaces soient plus adaptés, donc avec notamment beaucoup plus d'espaces communs. On a déjà vu une évolution. Alors on parlait de l'évolution longue des bureaux, on est passé des postes individuels à l'open space, et puis l'open space, on a l'image de l'open space des murs blancs, des faux plafonds avec les néons, et donc on a une évolution, et je pense que c'est venu aussi comme année 2000-2010 avec l'idée que le bureau, ça doit pas forcément être un endroit boring, blanc, avec de l'éclairage artificiel, et qui pouvait être sympa aussi. Alors moi j'explique toujours que c'est venu un peu avec le phénomène start-up aux US où les bureaux devaient être cool, il y avait des tables de ping-pong, ça devait être aussi un endroit où on pouvait jouer. Puis il y a Google qui a une notion du bureau qui enferme ses collaborateurs dans une bulle où sorte de pénitencier. Voilà, où tu as à manger à volonté, tu peux travailler dans le bus qui vient te chercher. Donc mais tu as des salles de sieste. Le paternalisme. Voilà, c'est une autre fonction du bureau d'un point de vue capitalistique qui est intéressante, on va dire. Et extrêmement coûteuse pour le coup. Je pense que l'empreinte immobilière de Google, on n'est pas dans l'économie, quoi. Exactement. Mais bon, du coup, ils sont très efficaces. Et voilà, la tendance, c'est de dire, en fait, mon bureau, il n'y a pas de raison que ce soit pas un endroit un peu sympa, avec un mobilier qui peut être chouette, avec des couleurs. On voit le réaménagement des espaces de coworking. WeWork, ils font des choses superbes. On rentre il y a une empreinte architecturale. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se démarque un petit peu, et on sent qu'il y a moins de rupture entre le bureau ennuyeux dont on pouvait avoir l'image il y a 10, 15, 20 ans et aujourd'hui le bureau comme on le conçoit. Donc je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis sur le fait qu'on repense non seulement tout l'espace de travail d'un point de vue sur le fond, en se disant il nous faut des espaces de réunion, des espaces où les gens peuvent discuter, prendre un café et travailler comme ça, mais sur la forme aussi, il y a un effort qui est fait pour que on ait un espace qui soit un peu plus sympa, quoi. Ouais, non, c'est clair que le coworking a fait énormément de bien à l'aménagement des bureaux en popularisant des espaces communs, les services. Et des gros canapés, la machine à café, la cafette. Et par contre, après, si on est un peu plus, pas cynique, mais critique sur la question de WeWork, c'est que c'est la raison pour laquelle on a des espaces communs aussi agréables, c'est que les espaces privatifs sont très petits. Donc effectivement, il faut passer beaucoup de temps dans les espaces communs pour pouvoir supporter un clapier d'un mètre carré à un prix parfois un peu exorbitant. Effectivement, il faut pas avoir besoin d'un trop gros écran parce que les bureaux sont quand même assez étroits. Voilà. Alors que pour les organisations qui gèrent leur propre bureau, qui envisagent le réaménagement,
d'une certaine manière, ça va être la revanche un peu des bureaux classiques, puisque on peut avoir tout ce qui est agréable dans un WeWork ou dans un coworking bien fichu, avec plus de place. Et c'est une des opportunités, moi je pense que c'est un angle que clairement les gens de l'industrie immobilière vont essayer de faire valoir pour contrer une éventuelle tendance, un éventuel souhait des entreprises de réduire au maximum leur mètre carré pour profiter du télétravail, et que l'investissement ne se déporte pas sur, par exemple, l'achat de mobilier de très bonne qualité, etc., pour le home office. Mais si je pense que ça va se produire de toute manière, ne serait-ce que sous la pression de la réglementation. Mais je pense qu'effectivement, c'est un peu là, ça va être la revanche des bureaux qui, là, pour le coup, je suis moins pessimiste, je suis plus optimiste, qui vont être plus agréables, mieux fichus, parce qu'on aura accepté, et ça on revient du coup à la question du flex office, parce que les gens sont prêts à accepter de ne pas avoir un poste attitré, et qu'il y ait, je sais pas, peut-être un poste pour deux, ou un tout petit peu plus, et donc avec cette garantie qu'on leur apporte qu'ils trouveront de l'espace, ils trouveront des espaces de bonne qualité, ça leur permettra aussi de télétravailler, et c'est clairement à ça que sert Flipdesk. C'est aussi donner aux gens, ce que tu disais en introduction, j'ai pas voulu te couper si tôt dans la discussion, tu disais en introduction que le flex office, c'est l'angoisse, on se présente au bureau et on trouve pas de place, et dans certains cas, si on est plutôt de ceux qui sont pas du tout sédentaires, qui ont beaucoup de rendez-vous extérieurs, ou plutôt lève-tard, on se retrouve avec le bureau à côté des toilettes, sans accès à la lumière. Ça, c'est effectivement la caricature mais pas tant que ça une caricature. Le problème de pas mal d'organisations flex office qui date d'avant, je dirais Flipdesk en toute modestie, c'est le fait que, oui, si on n'organise pas l'allocation des ressources, c'est la loi du talion. Alors, dans ce cas-là, la loi du talion, c'est pas vraiment la loi du plus fort, c'est la loi de celui qui se lève le plus tôt. Mais c'est une forme de loi du talion, et ça peut être injuste pour certains collaborateurs. Et donc, c'est là encore l'autre mission que nous, on se donne en tant que fournisseur de logiciels. C'est comment est-ce qu'on met des outils qui rendent juste l'attribution, l'utilisation, l'allocation des ressources. Ouais, parce que j'imagine que celui qui va, au moment où tu peux sélectionner ton poste pour les 6 prochains mois, celui qui va tout sélectionner pour réserver son poste, bon, tu peux le flaguer, tu peux dire, tu peux savoir qui c'est, tu peux après... Alors on permet aux entreprises de le paramétrer pour éviter que ça se produise, mais effectivement on peut assez facilement identifier ceux qui jouent pas le jeu, comme on le fait sur les salles de réunion pour ceux qui réservent tout le temps, qui n'utilisent pas, dans ou les réunions récurrentes qu'on oublie, etc. Donc effectivement il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, et vraiment nous on le voit non pas comme une contrainte qu'on veut imposer aux gens, parce que en réalité le statu quo, en tout cas le flex office sans solution de gestion, vraiment c'est la loi du talion. Et en fait ce qui se reproduit, ce qui s'est passé beaucoup dans les flex office avant le Covid, notamment dans les boîtes du CAC 40, c'est que finalement une fois qu'on a dit bon, finalement le ratio de postes, on va être proche de 1, on va se mettre à 0,8 postes par employé, ce qui globalement correspond aux vacances et aux congés payés. Donc en gros, c'est un poste par personne. On va définir des zones, des territoires où il n'y aura que certaines personnes qui pourront utiliser de manière flexible ces espaces-là. Puis ensuite, on va ressous-diviser ce territoire pour le rendre disponible qu'un autre petit sous-groupe. En final, on se retrouve à avoir des gens qui s'assoient toujours au même endroit et qui ont l'assurance de toujours retrouver leur poste. Donc en fait, on n'est plus dans une logique de flex office. De mon point de vue, ce genre de projet, finalement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de se lancer dans un gros projet de transformation où il faut beaucoup accompagner, discuter pour accoucher d'une souris en quelque sorte. Il y a du jus de cerveau pour pas grand-chose là à la fin. Bon, il y a d'autres bénéfices quand même. On a fait adopter l'open space de cette manière-là aussi dans certains cas. Mais du coup, la question, l'intérêt
d'un flex office, et donc nous, notre produit, c'est permettre aux gens d'utiliser les ressources et d'allouer les ressources d'une manière qui soit juste et on donne la même chance à tout le monde d'avoir accès aux différents espaces. Et alors ce qu'on évoquait, c'est que le mouvement a été lancé par les grosses sociétés du CAC 40. On a eu cette rupture du confinement qui a redistribué un petit peu les cartes entre télétravail et bureau. Et toi, ce que tu notes, c'est que depuis septembre, c'est ça, ou en tout cas deuxième partie de l'année dernière, tu as une demande croissante des entreprises, mais pas seulement des grosses entreprises, pour une solution de gestion des bureaux. Donc ça veut dire que même les petites et moyennes sociétés commencent à considérer la rationalisation de l'usage de leurs bureaux. Complètement. C'est vraiment pour moi la grande nouveauté, c'est que avant le Covid, les petites boîtes, les PME, ne se posaient pas la question du flex office, c'était des bureaux attribués, etc. Et c'était pas vraiment un sujet, quoi. Il n'y avait pas de raison particulière. Si c'était des startups, ne considéraient pas qu'elles avaient besoin d'une installation en flex office pour créer le type de dynamique agile, etc. C'est de toute façon dans la culture de la boîte et dans les méthodes de travail, donc en fait il n'y a pas besoin de l'immobilier pour ça, donc on garde un poste attribué à chacun parce que à l'inverse on est content de pouvoir offrir des repères et de la stabilité à nos employés. C'est déjà tellement le bazar sur tout le business et l'organisation que si on n'offre pas des choses un peu stables. C'est ça, c'est un peu ça. Et donc du coup la question ne se posait pas vraiment, mais post-confinement, avec la généralisation du télétravail, on a vu des entreprises qui sont nos clientes décider pendant l'été, donc au mois de juillet en ce qui les concerne, alors qu'ils avaient une culture très 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 présentialiste avant, de donner la liberté à tout le monde de travailler d'où ils veulent. Donc comme Alan appelle ça, travailler d'où vous voudrez, work from anywhere en anglais, etc. Payfit en parle beaucoup. A même proposé en ligne une méthodologie pour passer en work from anywhere. Spotify vient d'annoncer ça. D'ailleurs, sur le work from anywhere, donc travail d'où tu veux, c'est pas forcément de chez toi. Donc ça peut être dans un espace de coworking à côté, ça peut être dans un bureau, ça peut être, voilà, c'est pas forcément du télétravail, du home office comme on dit. La philosophie, c'est vraiment si je sais pas, c'est contextuel, mais si vous avez un proche à l'hôpital, si vous pouvez travailler d'un endroit de l'hôpital, si vous avez envie de partir pendant plusieurs jours à la campagne pour travailler, c'est possible aussi. En fait, c'est une liberté, une autonomie complète qui est accordée aux employés, avec comme seule contrepartie de savoir où ils sont, puisque pour des raisons d'assurance et d'organisation, avec comme contrepartie de pouvoir faire en sorte que les autres collaborateurs sachent où on est pour pouvoir organiser le travail de manière optimale, et effectivement avec comme contrepartie le fait qu'on ne réserve plus un poste attitré dans les bureaux. Du coup, ça, le rêve de travailler sur une plage à Bali, tu sais s'il y a des gens chez Alan qui font ça je sais pas. C'est une légende urbaine. Je sais pas s'ils le font chez Alan, mais je crois que s'ils le souhaitent, ils sont autorisés. Il y a juste le problème du décalage horaire qui a géré, mais s'il est disponible et qu'il délivre, la personne... Et encore, je pense qu'ils ont potentiellement un service client 24/7, donc potentiellement ça peut s'organiser. Et puis en travaillant de façon asynchrone, a priori on n'est pas obligé de travailler en même temps que les autres, quoi. C'est ça. En fait, il y a sur une politique de télétravail, dont le flex office est un peu une sorte de corollaire, puisque c'est la traduction de l'organisation de la boîte dans la partie immobilière. Il y a un certain nombre de variables et en fait l'un des gros curseurs, moi je trouve que le curseur le plus déterminant qu'on va regarder dans les années à venir pour comparer les politiques d'une organisation à l'autre, c'est quel est le degré d'autonomie qu'on accorde à nos employés. Et plus le degré d'autonomie va être fort, moins il y aura de résistance au flex office. En fait, pour moi, la mécanique, elle se résume à ce paramètre-là. Et c'est pour ça que je parle, à chaque fois qu'on veut bien me poser la question, d'une sorte de compromis historique sur la gestion des bureaux entre les employés et les employeurs. Et la raison pour laquelle les employés sont prêts à adopter massivement le flex office, donc le fait de ne plus avoir de poste attitré, c'est parce que en contrepartie, ils y gagnent en autonomie. Ils ont
on leur offre quelque chose en échange et on n'est plus dans la situation pré-Covid où le télétravail, c'est du coup, à la question qu'est-ce qu'on y gagne, en réalité, pas grand-chose. En tout cas, c'est souvent le raisonnement qui était tenu. Donc effectivement, la tendance est à l'acceptation de la part des collaborateurs, mais ce qu'on évoquait, c'est le frein est a priori plutôt du côté du management. Donc il va apprendre à s'organiser aussi et pour permettre pour donner cette autonomie et cette flexibilité. Dans tout ça, ce qu'on retient, c'est que le télétravail n'a pas sonné le glas du bureau. Dans un précédent podcast, on a évoqué le fait que beaucoup d'entreprises justement continuent à chercher des bureaux, les petites et les moyennes. Réfléchissez à la stratégie d'implantation, se dire bon, est-ce qu'on reste en région parisienne ou est-ce qu'on va à 2 heures de Paris, parce que à 2 heures de Paris avec une connexion en train ou autre, on peut finalement faire des allers-retours à Paris très simplement et proposer un cadre de vie qui est très différent à ses collaborateurs qui peuvent avoir peut-être un appartement plus grand, vivre pas très loin du bureau, mais ça recompose cette organisation. Donc ce qu'on peut se dire, c'est quoi? On est probablement au début d'une recomposition, d'une réinvention du bureau. Et on ne sait pas très bien ce qui va se passer, parce qu'il y a aussi, on a beaucoup parlé de la sorte de migration en dehors de Paris, de migration en province de cadres, de tout le monde en fait. De tout le monde, alors, tout le monde a un exemple en tête. Pour l'instant, il y a encore assez peu de données sur le caractère massif potentiellement de ce phénomène. Ça, je pense qu'il faudra un petit peu plus de recul pour s'en rendre compte. Sur les stratégies d'implantation, moi, ce que je constate, c'est quand même essentiellement, pour l'instant, les entreprises ne sont pas encore sorties de la phase de réflexion, mais il y a quand même un coût du changement qui est important avec une délocalisation complète d'un siège, etc. Donc c'est pas du tout des décisions qui seront prises à la légère, je pense, et donc on verra probablement le phénomène apparaître de manière un peu perlée dans le temps. Oui, parce que si on a 50 employés, se dire maintenant on met tout à Reims, on perd la moitié probablement, parce que des gens ne veulent pas souvent raciner sur la région parisienne pour plein de bonnes raisons, les enfants, les écoles, la culture ou des raisons très personnelles. Donc c'est pas non plus si simple que ça de claquer des doigts et de se dire allez, on va à Bordeaux, on va à Marseille. Non, du coup ça peut être un processus un peu plus graduel pour des entreprises qui ont déjà des implantations dans d'autres villes françaises que Paris, et qui se disent les prochains recrutements, en fait, on va les faire là-bas et on va rééquilibrer progressivement l'implantation et donner l'occasion à ceux des employés qui ont envie de déménager de profiter de l'occasion. Je pense que franchement, pour le coup, ce serait assez hasardeux de faire trop de projections là-dessus. On voit un peu les tendances émerger, des questions se poser. Quand on voit, moi je prends le truc sur le temps long, quand on voit le temps qu'il a fallu au télétravail pour devenir un phénomène de société vraiment généralisé, on peut se dire qu'il faudra un peu plus que 2 ans pour transformer radicalement, pour faire une révolution de l'immobilier de bureau. En tout cas, il y a un constat que je partage et je leur souhaite d'ailleurs en ce moment beaucoup de courage à tous mes clients et prospects coworking, c'est que le coworking va plus que jamais faire partie de l'équation immobilière pour la flexibilité qu'il apporte à l'entreprise, pour la qualité des espaces qui sont proposés, pour le nombre d'options potentiellement qui peut être proposé à proximité du domicile des employés sans avoir à gérer soi-même les baux. Donc longue vie clairement au coworking qui va retrouver ces niveaux de croissance pré-crise, voire qui vont exploser. Je crois que le chiffre c'était 30% de croissance annuelle avant sur 2019 qui est la dernière année complète. On leur souhaite que ça continue à augmenter encore, ça augmente encore plus à partir de 2022. Oui, on leur souhaite aussi, puis si ça peut faire des clients pour FleetDesk en plus. Ça va être choisir, mais effectivement, ils sont les bienvenus. Pourquoi pas, quoi. Bon, on va rester sur cette note positive, mais voilà, il se passe plein de choses qui sont quand même super intéressantes. C'est vrai que moi, je garde un œil optimiste sur tout ça, et je garde en tête que en fait, l'utilisateur final, c'est l'employé. Et l'employé, on commence à lui proposer des solutions qui sont un peu plus flexibles et qui peuvent donner de l'autonomie et qui rendent les choses un peu plus sympathiques. Donc c'est peut-être un peu un sens logique de l'histoire, et il n'y a pas de raison que la dynamique s'arrête, je pense.
Super. Ouais, oui, si je dois dire, moi, pour ma part, un mot de conclusion à ceux qui nous écoutent et qui se posent la question du passage en flex office. Je pense que la première étape, c'est de faire un petit pas de recul et se dire que il faut pas s'en faire une montagne, que ça peut être une opportunité et que il faut pas en trop prêter aux employés des résistances qu'ils n'auraient pas forcément. Et je prends les exemples de certains de nos clients qui ont une approche très très ouverte d'échange avec leurs employés, qui les ont consultés de manière très très ouverte, pour essayer d'établir un peu des profils en fonction des préférences des uns et des autres, qui leur ont permis du coup de prendre des décisions très éclairées à la fois sur l'aménagement et sur ce qu'ils voulaient faire ensuite. Donc moi, là, si je devais dire, laisser un message aux auditeurs, c'est soyez impliquez vos employés, essayez de vraiment d'avoir une logique très ouverte et sans a priori en vous disant que ça va forcément être un projet de transformation complexe. Ils ont probablement beaucoup plus à y gagner, ils ont sans doute des très très bonnes idées aussi. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention et vous retrouverez toutes les informations sur Julien et sur la solution FleetDesk dans la description de la vidéo. Merci beaucoup.